dit tout ou presque sur le nerf vague et le système nerveux en général. Alors comme tu peux le remarquer si tu es en vidéo, si tu me regardes en vidéo, changement de décor, je suis passé de la mer à la montagne, et la montagne des Pyrénées. Je suis ravi de faire cet enregistrement en Ariège. Et je vais aujourd'hui parler, je vais continuer en fait de parler d'alimentation. Les 2 derniers épisodes y ont été pas mal consacrés. Et pourquoi je choisis ce thème? Eh bien, je continue sur ce thème en tout cas. Eh bien, parce que actuellement, je suis en vacances avec d'autres personnes et j'observe leur manière de manger et les problématiques santé, vitalité que je peux observer. Et c'est assez flagrant de faire certains constats comment dire ça, d'implication alimentaire selon ce que l'on va manger et comment le corps réagit. Et avant d'aborder ce sujet, eh bien, je suis... pardon, il y a eu un bruit étrange. Je me méfie parce qu'il y a un gros patou juste à côté qui a tendance à se rapprocher beaucoup de la maison. Et voilà, c'est les joies de la montagne, moi ça me fait kiffer. Il reste suffisamment loin pour ne pas m'attaquer. Mais bon, on sait jamais. Et bref, tout ça, qu'est-ce que j'en ai perdu mon fil. Et du coup... ce que j'avais, oui, les annonces. Alors, les annonces, c'est que tu le verras, je vais pas mal enregistrer en France parce que je vais être là pendant un certain temps, plusieurs semaines, plusieurs mois. Je déploie pas mal de choses. Ça fait, pour les personnes qui ont l'habitude de me suivre, il y a eu un grand laps de temps d'arrêt des podcasts parce que je suis en train de bâtir tout un nouvel univers qui est dans le prolongement de ce que je fais depuis très longtemps. Je t'en parle quelques secondes. En fait, je suis depuis plusieurs mois dans les bains froids et je suis en train de lancer des accompagnements avec des bains froids, avec mes propres bains, dans des salles de sport, dans des événements CrossFit, Aerox ou autres, ou dans des festivals. Je vais être présent aussi dans un, comment on appelle ça, un stage, une retraite fin juillet au hameau de l'Étoile. Je serai aussi au Pranafest, je suis bénévole au Pranafest et j'aurai probablement mes bains aussi avec moi pour présenter les bains, pour présenter les bienfaits qu'on peut avoir avec les bains froids, les bains chauds, associés à la respiration. Parce que je vends aussi ces bains, je les vends. Donc voilà, je m'oriente de plus en plus là-dessus. Et parce que, alors tu vas me dire, mais quel rapport avec le système nerveux, le nerf vague? Eh bien, il y a un rapport totalement direct. Parce que, évidemment, si tu l'as compris au fil des épisodes, que je présente dans le j'offre dans le podcast, eh bien, je t'ai expliqué que le système nerveux, c'est sa fonction première, c'est de capter des informations et selon ces informations, ça envoie tout au cerveau et selon les informations et ce qui est capté en tout cas, si c'est un danger ou une sécurité, notre corps, notre cerveau, volontairement, involontairement, va mettre en place des stratégies, des modes d'action. Donc, il faut savoir que le froid, je vais parler du froid pour l'instant, a deux modes opératoires sur le corps. Il va y avoir du froid subi et on va... tu t'es peut-être déjà retrouvé sous une douche froide sans le vouloir ou à essayer sans trop connaître comment faire et tu vas te retrouver tout crispé, la respiration haletante, très courte. Tu vas pas du tout apprécier le moment et tu vas mettre énormément de temps à te réchauffer derrière. Tu vas surtout plus jamais refaire de douche froide ou ne serait-ce que tremper les pieds dans une fontaine fraîche. Et l'autre pendant du froid, de l'eau froide,
et de l'air frais. Hein. Justement, je profite de l'Ariège. Là, je suis à 790 mètres, à 800 mètres d'altitude. Et en ce moment, il fait quand même assez frais dès qu'il n'y a plus de soleil, en fait. La température tombe vite. Et j'observe justement les réactions de mon système nerveux et comment je peux l'accompagner à travers des respirations, mais aussi des conditionnements mentaux. Et justement, quand on se conditionne à aller prendre une douche froide ou un bain froid, en connaissant les bienfaits que ça va avoir et avec une intention volontaire de s'exposer au froid, eh bien ça change toute la donne. On va mettre en place une respiration adéquate, on va chauffer son corps avant, je te la fais brièvement, mais en contractant ses muscles, on le prépare tout simplement, et on va avoir une expérience avec le froid totalement différente et surtout riche en bénéfices. Je le fais bref encore une fois ici. Il va y avoir toute une production d'hormones, un boost d'hormones assez fou. Alors, je suis en train de boire un café, mais un bain froid, ça va être, je dis n'importe quoi, mais ça va être comme si tu prenais 10 cafés, mais d'une manière naturelle, et ça va rester beaucoup plus longtemps. Les effets vont rester plus longtemps que le café. Le café, il va rapidement avoir une redescente, une baisse du réveil, si tu veux. Alors qu'avec le froid, ça va rester beaucoup plus longtemps. Froid volontaire, hein, je parle bien. Ça a une action directe sur le système nerveux, ça permet de le détendre, à la fois de l'activer, à la fois de le détendre, et ça a une action sur la circulation sanguine, tout simplement, sur la respiration, sur la capacité mémorielle, la concentration, le focus. Les bienfaits, il y en a beaucoup. Beaucoup sont déjà annotés par la science. Il y a de plus en plus d'études qui ont été réalisées ou qui sont en train d'être faites à ce niveau-là. Et voilà, donc je ne vais pas dire que c'est miraculeux, mais ça c'est vraiment très 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 riche. Et c'est dommage parce que peu de gens osent franchir le pas, parce que ça pourrait les aider sur ce système nerveux qui est défaillant. Je vais y venir après en parlant d'alimentation. L'autre annonce, c'est que je lance aussi en parallèle toute une approche à partir de compléments alimentaires qui vont dans le même sens de la vitalité qui permettent d'aller un petit peu plus vite, j'ai envie de dire, même quand on met en place une alimentation saine, avec des très grosses guillemets, parce que ça, faut le définir, l'alimentation saine. Je prendrai probablement le temps lors d'un futur épisode de partager ma vision. Et donc oui, même quand on met en place cette fameuse alimentation saine, de vitalité, eh bien, selon notre passif alimentaire et de santé et de problématiques et autres, ça va prendre plus ou moins de temps pour que juste avec l'alimentation, on retrouve par exemple une flexibilité membranaire au niveau des cellules. Et certains compléments alimentaires, quand ils sont bien choisis, bien dosés, de qualité, permettent d'aller plus vite, de donner une faveur en fait au corps pour que les changements s'opèrent plus rapidement, tout simplement. Et parce que aussi, des fois, l'alimentation, c'est difficile de trouver, ça peut être en tout cas difficile de trouver des aliments complètement sains, j'ai envie de dire, au niveau de la manière dont ils auraient été cultivés, élevés, si c'est des animaux, au niveau de la conservation, parce que faut savoir que je sais pas, par exemple, si je prends une tomate et que je la coupe, elle va très rapidement s'oxyder. Donc tous les nutriments, vitamines que l'on souhaite acquérir en mangeant une tomate ou n'importe quel autre légume, et si on a coupé notre tomate et qu'on va la laisser au frigo ou dehors
ou que c'est une tomate qui a déjà plusieurs jours après sa récolte, eh bien, tout ça, toutes ces vitamines sont beaucoup plus sont quasiment plus présentes en fait, voilà. Et les minéraux, pareil, vont être oxydés et ça va créer plus d'inflammation dans notre corps que de bénéfices. Donc voilà, c'est un peu complexe complexe, pas compliqué, mais c'est important de le comprendre et je dédierai donc un épisode à ces explications là parce que ça me semble très important justement de sortir de certaines croyances alimentaires. Voilà, et du bio aussi, et de certaines choses comme ça. Voilà, je ne vais pas me faire que des amis, mais c'est pas grave. Bref, voilà pour les annonces. Donc si tu veux en savoir plus, évidemment, tu viens vers moi et tu pourras retrouver aussi mon calendrier où je vais présenter les bains froids dans les stages, dans les événements sportifs ou autres. Je mettrai un lien sous la vidéo pour que tu puisses voir tout ça. Sinon, le thème du jour, donc alimentation et mes incompréhensions au niveau de l'alimentation. J'ai la sensation que pour beaucoup de personnes, le fait de croire qu'on ne va pas manger quand l'appel est là, c'est problématique. Dans le sens problématique où, comment je pourrais formuler ça? Dans le sens où en fait, voilà, le corps m'envoie un signal de faim, il faut que je mange. Et selon ce que l'on va manger, ça va avoir des conséquences. Déjà, je vais m'arrêter sur ce premier aspect de j'ai faim, je mange. Ça, c'est déjà un enfermement. Un enfermement dans une croyance et un enfermement dans le fait que, au-delà de la croyance, je vais tout arrêter pour aller manger. Je vais arrêter toutes les activités que j'ai, ou dès le matin, je vais boire mon thé ou mon café, la faim est là, et je vais devoir manger. Et ça, c'est problématique parce qu'en fait, surtout quand on va manger des choses riches en glucides, ça va nous faire rentrer dans un cercle vicieux qui fait qu'il va constamment y avoir un appel à la nourriture, et notamment au sucre. Et beaucoup de personnes, j'ai l'impression en tout cas, et c'est les retours aussi que j'ai dans mes accompagnements alimentaires, c'est une grande difficulté d'arriver à soit repousser une prise alimentaire ou carrément à ne pas manger, à sauter un repas. Et souvent, je vais avoir tout un tas de... les personnes vont sortir tout un tas d'excuses, je ne sais plus comment on dit ça d'ailleurs, de phrases, en tout cas de croyances, en me disant que, eh oui, mais si elles ne mangent pas là, elles ne vont pas avoir d'énergie. Si je ne mange pas là, maintenant, en fait, je sens que je vais m'écrouler. Si je ne mange pas maintenant, je vais avoir faim jusqu'à, par exemple, le matin. Si je me lève à 8h et que je ne mange pas, je vais avoir faim jusqu'à midi, quoi. Et tout ça, il y a une partie de réalité parce que il y a une habituation de l'organisme qui s'est installée. Et en revanche, les phrases, les excuses qui sont sorties sont totalement fausses. Il est important de comprendre que si tu t'inscris sur une voie de vitalité, et ça rejoint le nerf vague, parce que je vais faire le lien évidemment, et que à chaque fois que tu as une impression que tu as faim et que tu manges, tu épuises ton système. Il faut comprendre que dès que je vais manger, même là, je bois un café. Alors ça, le café ou le thé, tant qu'il n'y a pas de sucre dedans ou de miel, ça ne vient pas enclencher de phase de digestion.
Je sais qu'il y a plusieurs écoles, qu'il y en a qui vont dire mais oui, mais si, ça va activer. Non, ça active pas du tout la phase il n'y a pas de sucs digestifs qui sont balancés, l'estomac ne se met pas en branle, les intestins ne se mettent pas en branle non plus. Ça va avoir une action peut-être un peu laxative au niveau du café, mais ça ne crée pas de digestion. Le système digestif ne s'emballe pas quand tu bois un café ou de l'eau ou une tisane ou un thé. Bref. J'en ai perdu mon fil encore une fois. Ce que je disais, c'est que le fait de manger vient donc solliciter le système digestif. Et figure-toi, si tu réfléchis 2 secondes, que comment s'actionne le système digestif, c'est via ton nerf vague. Et oui, et via tout ton système nerveux. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Déjà, il y a une information qui est captée à l'intérieur du corps, qui va être remontée. Cette information, elle est assujettie à une habituation. C'est comme le système nerveux, en fait. À un moment donné, quand on crée des habitudes qui ne sont pas toujours très bonnes, ça dérègle le système naturel de notre organisme. Et il y a une espèce d'horloge interne qui nous fait croire qu'on a faim. Moi, ça m'arrive fréquemment. Je peux avoir tendance à me réveiller très tôt, 4 heures, 5 heures, et quand je me réveille à ces heures-ci, j'ai faim. J'ai faim. J'ai la sensation que j'ai faim. Et en fait, j'ai pas faim. Parce que j'ai mangé quelques heures avant, la veille au soir, et c'est juste une sensation. C'est juste, très certainement, mon système digestif qui est en train de nettoyer quelque chose, parce que en fait, quand on laisse nos intestins, et l'intestin grêle particulièrement, suffisamment longtemps au repos, il y a un auto-nettoyage de ce tube digestif qui se met en place. Et c'est certainement ce nettoyage qui crée quelque chose d'assez semblable à la faim. Et en fait, soit je peux, 2 solutions, soit je réponds à cette sensation et du coup je mange et je crée une habitude, ou en fait, ok, je perçois ça. Est-ce que j'ai vraiment faim ? Non. Est-ce que je viens d'avoir une activité physique intense pendant ma nuit de sommeil qui m'amènerait à devoir manger ? Non. Voilà, déjà, deuxième chose qui fait que j'ai pas besoin mécaniquement de manger. Et en 3e lieu, est-ce que, et ça c'est vraiment la question à se poser, que moi j'invite les personnes que j'accompagne à se poser, et ici aussi à travers ce podcast, est-ce que avant le confort moderne et avant même l'agriculture et avant les moyens de conservation, est-ce que les humains avaient la capacité au petit matin de se remplir la panse ? Bien souvent, non. Pourquoi je me réfère à l'avant-agriculture, avant l'ère néolithique, donc ça remonte à peu près entre 8 et 12 000 ans selon les régions du monde, parce que tout simplement, notre génome, nos gènes mettent entre 10 à 15 000 ans à se modifier par nos habitudes. Donc tu comprends bien que, ok, il y a peut-être possiblement 10 000 ans, mes ancêtres de ma lignée ont commencé à être dans l'agriculture et à prendre de nouvelles habitudes par rapport à leurs propres ancêtres, chasseurs-cueilleurs, pêcheurs. Néanmoins, même si mon génome est un tout petit peu en train de changer, il est encore branché sur les expérimentations des ancêtres d'avant le néolithique et l'apparition de l'agriculture. Donc moi, je fais plus confiance à ça. Et de ce constat-là, donc là, j'ai 3 choses qui me font dire que, en fait, je peux me passer de nourriture. Parce que qu'est-ce qui se passait justement avant le néolithique, avant les moyens de conservation, tout ça, parce que même les premiers
les premiers cultivateurs, éleveurs ou autres, ils n'avaient pas forcément tous les matins à manger sur leur table. Ça a pris du temps avant qu'on connaisse l'abondance au niveau alimentaire, au niveau agricole. Bref. Donc, comme je disais, première solution, je réponds à la sensation de faim et je mange, et je crée une mauvaise habitude. Deuxième, eh bien, je prends en considération toutes ces choses, j'observe, je me remémore, je fais un constat, et en fait, non. Dans mon organisme, j'ai des réserves. Il est important de se remettre en mémoire que l'alimentation, à la base, n'est pas censée être une source de plaisir. Ça peut en choquer certaines personnes, surtout pour les personnes qui prennent zéro plaisir à manger, et pour qui c'est difficile, et à qui on leur dit « il faut que tu mettes du goût, il faut que tu retrouves du plaisir, du machin, du truc ». Non, l'alimentation est un besoin physiologique, comme respirer. Tu vas pas me dire « je n'aime pas respirer » ou « j'aime respirer ». Alors oui, je suis à la montagne, je suis à 800 mètres d'altitude, j'aime respirer l'air qu'il y a autour de moi, plutôt que l'air en ville, c'est sûr. Néanmoins, c'est un besoin physiologique, comme boire de l'eau. Il y a des eaux qui vont avoir des goûts, d'autres qui vont être plus neutres, selon comment elles sont filtrées, etc. Il y en a que je vais apprécier plus que d'autres. Mais c'est un besoin physiologique. Quand j'ai soif, si je viens de monter la côte en vélo ou d'avoir couru dans la montagne, et que j'ai soif, tant que l'eau est à peu près potable, je vais pas me soucier du goût qu'elle a. Pareil pour l'alimentation. Si vous avez vraiment faim, vous irez manger, vous mangerez ce qu'on vous donnera et vous ne ferez pas la fine bouche. C'est un confort moderne de se dire « ah oui, mais je dois manger des choses qui ont du goût, qui me font plaisir ». Non, non, non. Parce qu'on rentre encore dans un cercle vicieux. Si à chaque fois que au petit matin je me réveille, j'ai besoin de manger, d'autant plus des choses sucrées, très goûtues, ça peut être pour les personnes plus carnivores du lard œuf, parce que ça a quand même beaucoup de goût, c'est la graisse, hein, ça donne beaucoup de goût. C'est problématique aussi. On n'a pas besoin de manger au petit matin, après le réveil. Notre corps vient de se reposer. La veille au soir, si on a mangé, on a emmagasiné de l'énergie. On a emmagasiné des graisses, des protéines, un peu de glucides si tu en manges. Et on n'a pas eu, même s'il y a une dépense énergétique au niveau du mental, au niveau du cortex cérébral, parce que la nuit ça travaille, il y a plein de choses qui se passent dans le corps. Ok, mais on n'est pas en train de courir un marathon, le corps est allongé, au repos. Bref, tu l'auras compris, ça sert à rien de manger. Et la question à se poser éventuellement, c'est pourquoi j'ai besoin au petit matin de me donner du plaisir. Et là, c'est un questionnement qui va rejoindre l'émotionnel, qui va rejoindre le nerf vague. Pour rappel, le nerf vague capte des informations, ventre vide. Je vais faire un parallèle, il vaut ce qu'il vaut, mais bon, c'est pas mal de raccourcis. Après, ça, faut voir en accompagnement individuel, évidemment. Ventre vide, ça crée une émotion, peut-être sensation de vide en soi. Et est-ce que mon émotionnel, est-ce que je me sens soit pas rempli au niveau émotionnel, au niveau affectif, au niveau intellectuel, au niveau de ma vie professionnelle. Voilà, il y a tout un pan de nos vies à aller checker. Et plutôt que de se remplir la panse et de créer des dégâts à plus ou moins court terme en nous, eh bien, c'est prendre en charge cet émotionnel pour
chuinter le message qu'il y a dans le corps. Comme je le disais tout à l'heure, en mettant en place des habitudes, ça dérègle l'organisme. Et en fait, ça, c'est ce qu'on voit vraiment dans l'accompagnement individualisé avec les théories de Stephen Porges et d'autres, sur le nerf vague. C'est que quand on vit des expériences plus ou moins terribles, stressantes ou encore traumatiques, on va réagir d'une certaine manière. Et bien souvent, comme on ne prend pas en charge ce qui s'est passé pour nous, notre système nerveux, notre nerf vague, va bugger sur « Ah, tiens, cette fois-ci, là, il s'est passé ça, j'ai réagi de cette manière-là, j'ai survécu, et bien du coup, je vais garder ce programme en mémoire, et c'est un peu comme un vinyle rayé, je vais tourner en boucle sur ce programme. » Et alors, ok, ça a fonctionné un temps, mais réagir toujours de la même manière alors que les circonstances ne le demandent pas, fait que on rentre dans une habituation caractérielle, une habituation alimentaire, une habituation qui devient notre personnalité fausse, je pourrais rajouter, qui peut nous convenir un temps et qui au bout d'un moment ne nous convient plus. Et ça, en fait, faut le déprogrammer. Et ça commence, par exemple, avec la proposition juste d'avant de, si tu as l'habitude de manger le matin des choses très goûtues, tout simplement, si tu as l'habitude de manger le matin, alors qu'on n'en a pas besoin, bien pose-toi ces questions. Et on peut venir reprogrammer ça. C'est vraiment quelque chose que j'observe autour de moi et pour moi-même. Comme je te disais, j'ai quitté pour le moment la mer des Caraïbes et les Antilles. Et là, je suis donc en Ariège. Et c'est une explosion de saveurs comparée à ce que je peux connaître aux Antilles. Alors, aux Antilles, il va y avoir les fruits qui sont très savoureux, mais très rapidement, sur les autres aliments, ça devient vite, on tourne vite en rond. Et surtout quand on mange local, je parle. Et même au niveau des viandes, il n'y a pas grand-chose en termes de diversité. C'est pas forcément cultivé d'une manière très saine. Et même au niveau des poissons, ce sont des poissons pélagiques pour beaucoup, des poissons de roche qui vont avoir un peu plus de goût, mais les pélagiques sont pélagiques d'eau chaude et ils sont pas gras, donc ça n'a pas beaucoup de goût. Contrairement à ici, typiquement, j'ai fait un passage sur la côte atlantique, Bordeaux, Mimizan, j'ai pu manger des huîtres, j'ai pu manger des petits, comment on appelle ça, des burgots, des bulots, ce genre de choses. Et ça, de suite, ça a beaucoup plus de goût parce que c'est des choses qui vivent dans des eaux froides. C'est très iodé, voilà. Et même ici, donc dans l'Ariège, on va être avec beaucoup de produits issus de la ferme. En tout cas, moi, je me tourne vers ce genre de produits. Je pourrais aller faire mes courses à Netto ou à Leclerc, il n'y a pas de problème. Hein. Mais bon, je parle d'alimentation saine, donc on va éviter ce genre d'enseigne. Et je vais plutôt aller vers les marchés, vers en tout cas les petits commerces et les producteurs locaux. Donc on va retrouver des fromages, on va retrouver des œufs locaux, sains, élevés d'une manière saine. On va retrouver tout un tas de fruits et légumes de saison qui sont même ne serait-ce que étrangement au niveau du goût, des saveurs. Par exemple, c'est pas la saison des tomates encore ici, mais les tomates en Guadeloupe ont très peu de goût, contrairement aux tomates qu'on a l'habitude de manger ici sur le continent. Et bref, moi aussi, je me fais avoir, c'est ça que je voulais dire, par les saveurs, par les goûts.
par le fait d'être attiré par quelque chose de goûtu. C'est ok pendant un certain temps parce que c'est agréable. Quand je disais tout à l'heure, il ne faut pas se tourner vers une alimentation goûtue. C'est pas tout le temps non plus. On a le droit de se faire plaisir gustativement. Néanmoins, si c'est à chaque repas, j'ai besoin d'avoir une explosion de saveurs en bouche, c'est important de se poser certaines questions. Parce que ça va amener un besoin. Ça va amener un besoin d'intensité. Et si cette intensité n'est pas là, eh bien, ça crée presque, pourrait presque dire, une double boucle vicieuse, un double cercle vicieux, où j'ai pris l'habitude d'avoir 3, 4, 5 repas par jour. Chaque prise alimentaire, des choses savoureuses. Du coup, ça vient réveiller, ça vient créer une habitude où, je sais pas, toutes les 2-3 heures, j'ai besoin de manger quelque chose. Et quand je l'ai pas, ça vient créer une frustration. Ça vient créer une frustration qui, du coup, vient appuyer encore plus sur ce truc de j'ai besoin de saveur. J'ai besoin d'une explosion de goût en bouche. Et c'est là que je parle de double cercle vicieux. C'est que si sur mon petit déjeuner, par exemple, j'ai plus de confiture, j'ai plus de bon beurre, et je vais bon beurre et de bon pain, et je vais me tourner vers peut-être un truc un peu rance ou un pain de mie, j'en sais rien. Et voilà, et du coup, je vais manger mon truc, mais sans y prendre aucun plaisir, sans aucun besoin physiologique en soi. Du coup, frustration. Et la fois prochaine, va falloir que je mange quelque chose d'encore plus savoureux pour faire baisser la frustration qui s'est installée. Et là, boucle sur boucle, on installe un mode alimentaire complètement délétère pour notre organisme. Et derrière ça, ça vient créer notre lien pour notre nerf vague de l'inflammation. Pourquoi ? À nouveau rappel, notre nerf vague, il est là pour nous protéger. Sa première fonction, c'est capter les signaux comme une antenne autour de soi pour savoir si je suis en sécurité ou en insécurité. Et si je suis en insécurité, de répondre à cette insécurité d'une manière plus ou moins appropriée. Et si je suis en sécurité, pareil, je vais pouvoir faire des choses que je ne ferai pas forcément si à travers mon nerf vague, je perçois de l'insécurité. Il perçoit de l'insécurité. Je prends un exemple, ça va être beaucoup plus clair. Je me réveille, sensation de vide à l'intérieur au niveau de mon estomac. En tout cas, une sensation de faim. Donc de vide. Parce que normalement, quand on mange, il y a satiété, ça veut dire que c'est plein, presque plein. Donc on peut faire ce parallèle. Vide interne. Ça envoie cette information à mon cerveau, qui l'analyse comme un vide interne. Donc stratégie qui a bien fonctionné pendant plusieurs années, je vais manger. En mangeant, je viens activer mon système nerveux, mon système digestif et mon système nerveux. Et à chaque fois que je vais percevoir une sensation de vide, comme je l'ai dit précédemment, émotionnel, professionnel, affectif, intellectuel, et voilà, à toi d'identifier le tien. Je mange, donc activation système nerveux, nerf vague, hop, sensation de vide, hop, j'active système digestif en mangeant, hop, forcément,
Comme il y a activation musculaire, d'hormones et tout ça, ça passe par le nerf vague, par le système nerveux, donc activation. Et en fait, continuellement, on a notre système nerveux à travers tous ces fonctionnements qui est activé, qui est actif en tout cas. Et il y a une double préjudice. Préjudice au niveau de l'intestin. Parce que quand je réponds à chaque fois à ces sollicitations du vide, dans mon exemple, en mangeant, eh ben, si c'est toutes les 2 heures ou tous les 3 heures, voire plus, eh ben, et que je mets quelque chose que je mange, ça vient créer un mouvement dans mon intestin. Mon intestin, il est plus fin que la peau qu'on a ici. Fais ça pendant juste là, même 10 secondes, rapidement, tu vas sentir une sensibilité. Imagine, ton intestin, la paroi intestinale, c'est une cellule. C'est plus fin qu'un papier à cigarette. Et en mangeant trop régulièrement, on crée une inflammation sur cette paroi intestinale avec tout un désordre qui risquent en tout cas de se mettre en place. Alors, on ne va pas les sentir au début, mais petit à petit, selon l'âge auquel on a commencé à mettre ces habitudes en place, en général, c'est vers les 30 ans que ça commence à apparaître, on a les premiers symptômes d'inflammation bas grade, comme on appelle ça. Une inflammation bas grade, c'est une inflammation qu'on ne ressent pas au début. Et petit à petit, j'en ai déjà parlé dans un épisode, ça va s'exprimer par de la fatigue générale, perte d'assimilation alimentaire. Donc on assimile moins bien les minéraux, moins bien les vitamines, moins bien les protéines. Voilà, toutes ces briques constitutives dont on a besoin passent moins bien. Fatigue post-prandiale, c'est-à-dire que dès qu'on mange, on est fatigué. Et puis, petit à petit, il y a des problématiques plus importantes qui risquent de s'installer, avec une inflammation de tout le corps. Et là, ça va être problème articulaire, ça va être des maux de tête, et tout un tas d'autres maladies qui peuvent s'installer, de plus en plus graves malheureusement. Et tout ça, ça passe aussi par une perméabilité de notre membrane cellulaire. Tout notre corps, même nos os, ce sont des cellules qui se renouvellent régulièrement. Si je ne dis pas de bêtises, pour renouveler l'entièreté de nos cellules du corps, ça prend 1 an et demi. Parce qu'il y a des cellules qui durent plus longtemps que d'autres. Ces membranes cellulaires, donc c'est une enveloppe autour de la cellule. Dans la cellule, il se passe tout un univers, c'est comme un mini corps humain. Et cette membrane, elle doit être étanche à certaines choses et permettre de laisser passer en revanche certains nutriments qui vont rentrer dans la cellule et la nourrir. Et la cellule doit être en capacité d'évacuer des déchets. Et donc, pour que ça puisse se faire, la membrane, qui est une membrane très, très riche en lipides, a besoin d'une certaine flexibilité. Et en fait, quand il y a une inflammation bas grade qui commence à s'installer, cette membrane devient de plus en plus rigide. Et elle laisse de moins en moins passer à la fois les nutriments à l'intérieur de la cellule, et à la fois la cellule a de plus en plus de mal à évacuer les déchets. Et là commencent toutes les problématiques que j'ai évoquées avant. Et ça, on peut y remédier en mangeant moins, en supprimant la majorité des glucides de notre organisme, en utilisant des aliments les plus frais possibles et les plus sains au niveau de la manière dont ils ont été produits, en
consommant des huiles, des oméga 3, des oméga 9 aussi, de qualité, non frelatées. Et je terminerai là-dessus, c'est important de savoir que même si tu me dis « Ah oui, moi j'achète une huile d'olive bio en magasin bio », elles ne sont pas bonnes malheureusement. Elles ont, pour beaucoup, elles viennent d'Espagne, même si des premières pressions à froid, il y a des processus qui ne sont pas respectés. Et surtout, en fait, pour beaucoup de bouteilles d'huile, de marque, d'huile qu'on trouve dans les magasins, même bio, sont des bouteilles qui ont plusieurs mois de conservation. Ça fait un moment qu'elles sont dans des stocks, ça fait même un moment, certainement, pour certains magasins, qu'elles sont en rayon. Dans les stocks, elles ont pris la chaleur, faut pas se leurrer, hein. Quand c'est stocké, même quand ça voyage, avec les grosses chaleurs que l'on a chaque année, les huiles sont attaquées. En fait, les oméga 3 et tous les oméga en fait présents dans les huiles sont très fragiles. Et en fait, la chaleur, la lumière, l'âge, l'ancienneté de l'huile sont importants à vérifier. Et donc, voilà, il faut choisir des produits, des produits de qualité. Donc, si tu veux en savoir plus, à connaître les produits de qualité, tu tournes vers moi. Malheureusement, j'ai envie de dire, ça passe souvent par des compléments alimentaires, parce que c'est pas des choses qu'on trouve. Alors, petite parenthèse là-dessus, pas les compléments alimentaires de parapharmacie ou de magasins bio. C'est pareil, c'est comme les huiles en fait. C'est des produits qui sont là depuis X temps dans les rayons, qui ont été produits il y a pour certains plusieurs mois, voire plusieurs années. Et en fait, les huiles, si je parle d'oméga 3, même l'huile de foie de morue, ce genre de choses, sont très souvent frelatées. Et en fait, on va les consommer en pensant se faire du bien. Déjà, ça coûte cher. Et on pense se faire du bien. Mais le problème, c'est que, comme c'est frelaté, pour beaucoup, quand on les consomme, plutôt que d'avoir une action antioxydante, ce qu'on recherche à travers ces produits-là, c'est une action oxydante. Donc, on cherche à avoir un produit anti-inflammatoire et qui, au final, nous inflamme. Donc, c'est dommage. Et voilà. Donc, si tu veux plus d'infos sur les produits à choisir, tu connais le process. Hein. Tu m'envoies un petit message, tu laisses un petit commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà pour cet épisode à nouveau sur l'alimentation. Alors, si tu n'es pas passionné par l'alimentation, j'en suis désolé, mais ça fait partie du nerf vague. Pour rappel, notre nerf vague descend jusqu'au pubis, jusqu'au même presque au périnée, en fait, jusqu'à nos organes sexuels, et il est en très grande relation avec ce système nerveux, avec ce système digestif, pardon. Et si tu veux prendre soin de ton nerf vague et de ton système nerveux sans passer par l'alimentation, ça ne marchera pas en fait. Ça ne peut pas marcher. C'est biologique. J'essaye de trouver une image, mais c'est totalement intriqué. Donc, c'est comme si tu me disais, je veux travailler sur ma respiration, mais moi, je vais rester vivre à côté de l'usine qui produit des grosses fumées toxiques. Ouais, ça sert à rien en fait. Ça va juste permettre à ton corps d'avoir une meilleure capacité à respirer des fumées toxiques. Donc là, c'est pareil. Il y a plein de leviers sur lesquels on peut travailler. L'alimentation en est un, la respiration en est un, le bain froid en est un, le bain chaud en est un, le sport, le sommeil, voilà. On ne peut pas faire l'économie d'un axe de travail. C'est ma vision, elle vaut ce qu'elle vaut. Tu le prends, tu prends pas. Tu peux essayer d'avoir une action juste sur ton sommeil si tu veux, juste sur ton alimentation, juste sur ce que tu veux. Et observe. Tu verras. Si ça fonctionne, tant mieux.
mais c'est beaucoup plus efficace si on arrive à modifier des petits trucs dans chaque secteur de notre vie. Tu verras que plutôt que de révolutionner, mettons, que ton alimentation, tu vas tout changer, tout chambouler, ça va prendre du temps parce que tu vas expérimenter, tu vas pas être certain, tu vas douter. Je sais, je l'ai fait, hein. Je sais par quoi on passe. Et tu vas pas toucher au reste, bah, ça va te créer une frustration parce que tu vas te rendre compte que l'alimentation, au final, ah ouais, tu t'es lancé dans un truc compliqué, t'en obtiens pas les effets escomptés, et du coup, tu abandonnes tout. Alors que plutôt que d'y aller par petites touches dans différents secteurs de ta vie, ce sera beaucoup plus doux pour tes changements d'habitude, et il y aura plus d'effets, surtout. Voilà. Et si tu veux déjà aller plus loin, ne serait-ce que par rapport à toutes ces petites notions que j'ai dit, tu peux aller voir mon programme. J'ai fait un programme dédié à l'alimentation, aux glucides, enlever un maximum de glucides de son alimentation. Voilà, il est vraiment à un tout petit tarif, c'est 49 €. C'est un programme sur 3 semaines. Voilà, et je parle de sommeil, je parle d'activité sportive. Voilà, j'essaye justement d'implémenter tous les principes que j'ai pu évoquer ici. Voilà, toutes les infos en descriptif et sous la vidéo ou sous le descriptif de l'épisode. Et encore une fois, si tu as des questions, ce sera avec plaisir d'y répondre. Allez, à très vite. Ciao, ciao. Sankomani